Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le maréchal Khalifa Haftar annonce la libération de la ville libyenne de Derna. Cette ville située dans la région orientale de la Libye était le dernier bastion encore sous l'emprise de groupes djihadistes depuis la chute du président Muammar Kadhafi en 2011. Le Togo est en quête de bailleurs de fonds pour sa nouvelle stratégie d'électrification. Ce projet estimé à 1000 milliards de francs CFA a pour objectif d'atteindre un taux d'électrification de 100% à l'horizon 2030. Les détails dans cette édition. Et nous reviendrons sur la déception des Lions de la Teranga éliminés du mondial de football. Le Sénégal est éliminé au classement du fair play malgré ses 4 points ex-aequo avec le Japon dans la poule H. Ce qui éteint le dernier espoir de retrouver une nation africaine en 8e de finale. En Libye, les forces du maréchal Khalifa Haftar ont annoncé la libération de la ville de Derna. Cette ville était le dernier bastion encore sous l'emprise de groupes djihadistes depuis la chute du président Muammar Kadhafi en 2011. L'homme fort de l'Est libyen l'a annoncé le 21 juin lors d'une allocution télévisée. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. C'était la seule ville de la région orientale libyenne qui échappait encore au contrôle du maréchal Khalifa Haftar et de ses troupes. Après une première offensive lancée le 7 mai, l'homme fort de l'Est libyen a déclaré jeudi 28 juin lors d'un discours télévisé « Nous annonçons en toute fierté la libération de Derna, ville chère à tous les Libyens. » La ville côtière Derna, située à 1000 km à l'est de Tripoli, compte près de 150 000 habitants. Elle était sous le contrôle du Conseil de la Choura, des Moudjahidines, une coalition hétéroclite de groupes djihadistes. Depuis la chute du président Muammar Kadhafi en 2011, Derna représentait le dernier bastillon de l'organisation Al-Qaïda dans l'est libyen. La prise de Derna après 7 ans que cette ville était sous contrôle total des organisations terroristes est très symbolique. Surtout parce que la libération de Derna était vraiment laborieuse, était difficile, soit pour l'armée nationale, soit pour la population de Derna. Parce que les organisations terroristes ont pris en otage la population. Et c'est pour ça l'armée nationale a siégé depuis 3 ans. Imaginez 3 ans de siège. La prise de Derna fait suite à la reconquête du croissant pétrolier le 21 juin. Attaqué en son cœur, une semaine auparavant, par un groupe rival, le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, conforte ainsi un peu plus son emprise sur cette partie de la Libye. Le Togo cherche des investisseurs pour sa nouvelle stratégie d'électrification. Le gouvernement togolais a d'ailleurs organisé les 27 et 28 juin une table ronde pour tenter de mobiliser une partie des fonds afin de lancer la première phase de cette stratégie estimée à 1000 milliards de francs CFA. L'objectif étant d'atteindre un taux d'électrification de 100% à l'horizon 2030. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le Togo ambitionne fournir de l'électricité à tous les ménages à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le pays s'est doté d'un plan stratégique qui vise à atteindre un taux de 50% en 2020, 75% en 2025 et 100% en 2030 avec un coût global de 1000 milliards de francs CFA. Le secteur privé est fortement sollicité pour sa contribution. Une première table ronde est organisée avec les investisseurs les 27 et 28 juin à Lomé. Du côté des acteurs du secteur privé, on espère atteindre au moins 50% d'investissement. Nous avons besoin de 1000 milliards. 1000 milliards sur les 12 ans. Si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que nous devons mobiliser au moins 85 milliards chaque année. Voilà. Et ce que nous attendons des partenaires, c'est de nous dire, apporter leurs observations sur le document. Nous sommes prêts à l'améliorer. Mais également de nous dire comment ils vont nous assister pour y arriver. Comme je l'ai dit, nous avons mis en place un cadre incitatif.
À ce jour, plus de 300 000 ménages, soit environ 2 millions de Togolais, n'ont pas accès à l'électricité. Pour parvenir à l'électricité pour tous, le gouvernement a deux options. Développer le réseau classique, puis installer les kits et mini-centrales solaires. Un projet soutenu par la Banque africaine de développement. Durant les 2 premières années de cette stratégie, nous comptons accompagner le secteur privé à hauteur de 30 millions d'euros sur nos ressources propres et qui permettront de lever environ 90 millions d'euros supplémentaires auprès d'autres partenaires. La BAD s'engage à mettre à la disposition du gouvernement togolais de l'assistance technique immédiatement. La BAD est prête à appuyer le gouvernement à trouver des solutions pérennes pour rendre le coût de l'électricité accessible, et notamment pour les populations les plus défavorisées. 800 000 ménages seront raccordés sur le réseau classique selon le gouvernement dans la mise en œuvre de la première phase de ce plan national stratégique. Pour cette première négociation avec ses partenaires, le gouvernement togolais espère avoir 180 milliards de francs CFA pour financer sa nouvelle stratégie d'électrification. Grande désillusion pour le Sénégal au mondial de football. Les Lions de la Teranga n'ont pas pu accéder au 8e de finale malgré leurs 4 points ex-aequo avec le Japon. Dans le groupe H, le Sénégal est éliminé au classement du fair play avec 6 cartons jaunes contre 4 pour le Japon, ce qui rend amer les supporters sénégalais. Reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. Sur leur visage, on peut lire la déception des supporters sénégalais réunis à la place de la Nation ce jeudi 28 juin 2018, suite à la défaite du Sénégal contre la Colombie par 1-0. Ainsi, le dernier représentant de l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 est éliminé. Vraiment, c'est déplorable parce que c'est une déception. Apparemment, moi, c'est une déception et c'est une déception pour toute la population sénégalaise aussi. Les Colombiens n'ont pas été meilleurs que nous, mais ils ont été efficaces sur une balle arrêtée pour faire la différence. Et malheureusement, c'est malheureux pour le Sénégal parce qu'aujourd'hui, on avait une équipe qui pouvait même aller en demi-finale de la Coupe du Monde parce qu'on faisait partie des meilleures équipes et c'est dommage. Ça fait presque 16 ans ou 18 ans qu'on n'est pas allé à la Coupe du Monde et il y a certaines équipes qui sont plus bonnes que nous. Ils sont dans les mêmes positions que nous, donc c'est à saluer. On encourage nos jeunes, ils sont jeunes et ils peuvent aller plus loin. Le Sénégal a failli bénéficier d'un penalty en première période, mais l'arbitre est revenu sur sa décision après l'appel à l'arbitrage vidéo. Cette assistance vidéo, une première à la Coupe du Monde, a été critiquée par les supporters sénégalais. Ce que les Sénégalais ou de manière générale les Africains devraient combattre, c'est l'assistance vidéo parce que nous avons vu des injustices. Le match de Nigeria et même le match de Sénégal parce qu'on a vu des pénaltys. Un pénalty, il n'a pas sifflé ça et c'est tout à fait un problème pour les Africains de manière générale. Vraiment, pour l'arbitrage vidéo, ça tend à gasser le football au niveau international parce que cela peut déstabiliser une équipe. Dans le groupe H de la Coupe du Monde, le Sénégal compte le même nombre de points que le Japon, mais les Lions de la Teranga sont ainsi éliminés au nombre de cartons jaunes par le Japon, battu dans le même temps par la Pologne par 1-0. Pour la première fois depuis 1982, aucune équipe africaine ne parvient à franchir le premier tour de la Coupe du Monde. Et pour parler du Mondial de football 2018, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue. Merci Gladys, bonjour. Alors maintenant, les phases de poule sont finies, place au 8e de finale, mais avant cela, l'heure est au bilan pour les équipes. Oui, effectivement, nous allons faire un petit bilan avec 3 équipes aujourd'hui et nous avons ciblé justement tout d'abord l'Arabie Saoudite avec ses 3 matchs, l'Arabie Saoudite en vert, 3 matchs, 2 défaites et une victoire. Face à l'Égypte, l'Arabie Saoudite n'a pas fait forte impression, encaisse 7 buts, mais n'a pas non plus démérité. À leur tête, un entraîneur espagnol, Juan Antonio Pizzi. Nous reverrons cette équipe sur la scène internationale. Ensuite, l'équipe de l'Iran. L'Iran qui est en blanc, vous allez le voir. 3 matchs, une victoire, un nul et puis une défaite. La nouveauté, c'est le public féminin qui est de plus en plus passionné de football en Iran. L'Iran est en plein progrès. Son entraîneur est aussi un Européen, le Portugais Carlos Queiroz. Le jeu s'adapte totalement à celui des Européens. Plusieurs joueurs évoluent d'ailleurs en Europe. L'Iran va revenir et sera aussi impressionnant. La révolution est en marche dans ce football. Et nous apprenons justement ce matin que le jeune joueur Saradar Azmoun
a décidé de prendre sa retraite internationale. Et puis, dernier clin d'œil, c'est le Pérou qui est en blanc, avec une barre rouge sur le maillot, 3 matchs, 2 défaites et une victoire. Un Pérou qui avait déjà donné le ton en 2014 au Brésil, entraîné par un Argentin, Ricardo Gareca, après un autre Argentin, Jorge Sampaoli. Les joueurs péruviens voyagent aussi, car plusieurs d'entre eux font carrière à l'étranger. Rendez-vous sans doute en 2022 avec un nouveau Pérou. Maintenant, un petit clin d'œil sur les tableaux également de ces équipes. Groupe A, l'Arabie Saoudite, vous allez le voir, qui finit 3e après l'Uruguay et la Russie, mais avant l'Égypte. En groupe B, l'Iran a failli être en 8e de finale, finit 3e avec 4 points, derrière l'Espagne et le Portugal, mais c'est une équipe que nous reverrons. Et puis en groupe C, pour terminer, le Pérou finit aussi 3e, mais a failli se qualifier pour les 8e de finale. Mais son groupe n'était pas facile avec la France et le Danemark, Gladys. Et ce samedi 30 juin, l'incertitude règne pour les équipes en lice. Ça passe ou ça casse? Exactement, ça passe ou ça casse, c'est le cas de dire. Avec sur ce tableau des duels France-Argentine, à 14h GMT à Kazan, la France va-t-elle ressembler à l'équipe de 1998? Lilian Thuram, joueur le plus capé, 142 sélections, 15 participations à la Coupe du Monde, un trophée gagné en 1998. L'Argentine à suivre, l'expérimenté Javier Mascherano qui cumule les sélections, 143, Messi, Owen, Angel Di Maria ont soif de revanche. Maintenant, nous allons passer à Uruguay-Portugal à 18h GMT. L'Uruguay, 13 participations en Coupe du Monde, 2 remportées quant à la Copa América, 43 participations et 15 fois vainqueurs. Et puis le Portugal, avec ses 7 participations en Coupe du Monde, un titre de champion d'Europe. Ronaldo, on sera à suivre. Et puis un petit mot Gladys avant de terminer sur le classement des buteurs. Kane, l'Anglais, a toujours 5 buts. Le Belge Lukaku et le Portugais Ronaldo, 4 buts. L'Espagnol Diego Costa avec Cherichev, le Russe, sont à 3 buts. Hier, c'était repos pour les joueurs. Les hostilités, vous l'avez compris, reprennent aujourd'hui. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.